enfermés au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux maternels, ne craignez pas les
Il y a longtemps que la place prise par Napoléon Bonaparte dans l'imaginaire national m'intrigue. Longtemps que je m'interroge sur la gloire qui s'attache à son nom. Longtemps que je suis frappée par la marque qu'il a laissée dans notre histoire. C'est ce qui m'a incitée à écrire ce livre. Je ne propose pas ici un ouvrage d'histoire, ni une biographie de plus. Des dizaines de milliers de volumes, français ou étrangers, dont certains remarquables, ont été consacrés à Napoléon Bonaparte. Aux historiens, je pétribue. Ils ont permis que ma réflexion s'appuie constamment sur des faits. Mon essai est celui d'un homme politique, informé des ressorts du pouvoir et animé d'une certaine idée de ce que sont, à travers le temps, les intérêts de son pays. J'ai eu envie de faire partager à des lecteurs un cheminement qui part d'une période cruciale de l'histoire de France et me conduit jusqu'à nos jours, afin d'éclairer certains aspects du présent. Mon analyse n'est pas exempte de subjectivité. Si j'avais traversé la Révolution, pour autant que la terreur m'eût laissé intacte, je n'aurais pas, au seuil de l'Empire, rallié Napoléon Bonaparte. Ni sa personnalité, ni ses modes d'action, ni son ambition, ni la nature de son pouvoir ne m'auraient entraîné. J'aurais été opposant, ce qui était malaisé, ou je me serais tenu à distance. On m'accusera peut-être d'anachronisme. J'examine le passé en étant imprégné des valeurs et des savoirs du présent. N'est-ce pas toujours le cas lorsque l'on regarde en arrière ? Je ne néglige pas les mœurs du temps d'alors, ni l'extrême confusion de la période. Mais à l'époque, les Lumières avaient déjà répandu leurs idées et la Révolution française avait proclamé les principes auxquels je me réfère. Je ne m'inscris ni dans la légende dorée, ni dans la légende noire de Napoléon. La gloire de l'empereur est une évidence à laquelle je ne saurais porter atteinte. Je ne discute pas la grandeur du personnage, le talent du soldat, la puissance de travail de l'administrateur, ni même le brio du propagandiste. Mais je les considère sans céder à la fascination. J'examine si les 15 années fulgurantes du trajet du premier consul et de l'empereur ont servi la France, si elles ont été fructueuses pour l'Europe. À mesurer l'écart entre les ambitions proclamées, les moyens déployés, les sacrifices exigés et les résultats obtenus, la réponse est non. Pourtant, tout le monde ne partage pas ma réserve. J'ai même vu l'année dernière, un peu sidéré, je dois le dire, le principal parti conservateur français organiser une fête de la violette, en assumant le souvenir que cette fleur était le signe de ralliement des bonapartistes sous la Restauration, les symboles ou les regrets durs. Les apologistes de Napoléon ne manquent pas, même chez nos contemporains. Ils préfèrent en général s'adonner au lyrisme ou cultiver la nostalgie de la gloire plutôt que de mettre en balance, de façon scrupuleuse, les bienfaits et les maux apportés par l'Empire. Je prendrai pour l'exemple l'un de ses élateurs récents, Jean d'Ormesson, parce que j'aime ses livres et qu'il a le prestige de l'académicien. En prologue à une conversation imaginaire entre Cambacérès et Bonaparte, publiée en 2011, il proclame « Pourquoi Bonaparte ? La réponse est assez simple. Parce qu'il a du génie, parce qu'il est le successeur d'Achille, de César, d'Alexandre le Grand, parce qu'il change le cours de l'histoire et qu'il prépare le monde où nous vivons. Un échec, mais puissant. Il est un mythe vivant, une légende qui se crée, un dieu en train de surgir. » Or, je ne pense pas que Napoléon ait changé le cours de l'histoire en Europe. Il l'a au contraire figé. Je ne crois pas qu'il ait tiré les Français de l'abîme, autre citation du même livre. Et il me semble que l'éblouissement n'interdit pas de voir clairement l'échec. Je regrette que ce conquérant ait laissé son pays vaincu, amoindri et souvent détesté. Je crains aussi qu'il ait privé à l'époque la France et l'Europe d'un autre destin plus fécond.
plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Ma France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo au nom de son exil, des sans-vents de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ces temps quotidiens, du journal que l'on vend le matin du dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Voilà, donc je suis très heureux, vous en doutez bien, avec l'association Libre Esprit, de vous présenter ce soir notre invité. Nous sommes aussi très heureux de vous accueillir donc au sein de cet écrin, un théâtre dans lequel nous vous avions proposé déjà avec l'historien Michel Vinocq une soirée autour de l'antisémitisme en France en 2004. C'est donc une nouvelle première pour Libre Esprit, grâce à la mairie d'Annonay, que nous pouvons découvrir à nouveau ce lieu, en votre compagnie, avec ce beau velours bleu. Enfin, le beau velours bleu, c'est surtout vous qui en profitez. Ce soir, nous allons à nouveau évoquer les fantômes de l'histoire grâce à notre invité. Un invité, bon, je vous l'accorde, un peu plus connu que nos passagers précédents. Il s'emploie à démythifier le règne et l'épopée du petit soldat officier, devenu empereur, Napoléon Bonaparte. Mais il n'a pas fait une énième biographie. D'après l'historien napoléophile, M. Jean Tullard, 70 000 livres sur Napoléon seraient parus à ce jour. Vous l'avez donc compris, vous avez lu pour certains sans doute son livre. Notre invité ne porte pas des jugements à tort et à travers. Il s'inscrit dans une démarche qui est vraiment totalement différente. Son regard et ses conclusions sont pourtant sans appel, mais abordent d'une manière très originale et argumentée la situation actuelle de la France, 2 siècles après la fin de l'Empire. Un empire dont on ne se lasse pas de commémorer les victoires, les défaites et les boutons à braguettes des soldats de Napoléon dans les moindres détails. Notre invité a occupé des fonctions de premier secrétaire du Parti socialiste de 1981 à 1988, de 1995 à 1997, de ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports de 1988 à 1992. Il fut le Premier ministre français du 2 juin 1997 au 6 mai 2002, avec un gouvernement le plus long de la Ve République. Donc je tiens aussi à vous dire que lors de cette soirée, nous n'accepterons aucune question sur l'actualité politique immédiate. Donc bon, j'ai bien dit que nous ne parlerions pas de politique gouvernementale, mais dans les coulisses des sommets européens, je soupçonne qu'il est arrivé à notre invité de boire quelques bières avec l'ancien président. Alors, vous vous rappelez lequel? Moi, j'ai oublié son nom, complètement oublié, je sais pas, c'est bête, quoi. Mais si notre invité avait vécu à la fin du XVIIIe siècle, aurait-il trinqué avec l'empereur? Ça, je ne sais pas. Alors, je vais vous demander de faire un triomphe à monsieur Lionel Jospin.
Bonsoir. Donc, je remercie l'association Libre Esprit et Pascal Fonbonne de m'avoir invité à cette rencontre avec vous à Nonay. Je salue le maire de cette cité, Olivier Dussopt, que j'ai aperçu avec plaisir en arrivant. Je veux aussi remercier les deux introductrices, celle qui chantait et celle qui disait, constatant d'ailleurs, peut-être pour s'inscrire un peu dans la logique de mon livre, que les chants choisis étaient davantage sous le signe de la République que sous celui de l'Empire, et en tout cas pour la deuxième qu'elle évoquait, la France. J'ai été invité par vous parce que j'ai écrit un livre, Le mal napoléonien, afin donc que je vous en parle. Je trouve que d'ailleurs Libre Esprit a bien du mérite, parce que si j'avais compris, à l'origine, elle invitait plutôt des auteurs qui permettaient d'anticiper sur le temps à venir, alors que moi, au contraire, je me suis engagé dans une démarche rétrospective, partant du passé pour venir à aujourd'hui. Pourquoi ai-je écrit ce livre ? L'introduction, l'avant-propos lu il y a un instant l'indiquait presque, parce que j'ai été frappé depuis longtemps par le contraste qui existe entre la formidable notoriété de Napoléon Bonaparte en France, mais aussi dans le monde, et ce que, personnellement, je croyais savoir des conséquences de son passage dans l'histoire pour notre pays et aussi pour l'Europe. J'ai donc voulu y aller voir de plus près. J'ai travaillé longuement sur la période du Consulat et de l'Empire, qui va de 1799 à 1815. Et ce que j'ai trouvé, en m'appuyant sur les travaux des historiens que je salue, d'autres peut-être que ceux-là, a plutôt confirmé mes intuitions. Comme c'était dit il y a un instant, je ne me suis pas inscrit dans la légende noire qui s'est développée dès le passage de Napoléon en France et en Europe, une série d'hommes, de pamphlétaires, souvent de commis d'office par leurs États, adversaires de la France, s'employant à dénigrer le premier consul et l'empereur, à baisser sa figure, à répandre sur lui des calomnies. Je n'ai en rien cherché à diminuer le personnage, et je ne conteste pas son génie et son exceptionnelle personnalité. Par contre, je n'ai pas voulu rester non plus prisonnier de la légende dorée, celle qui mythifie la personne de Napoléon Bonaparte et son passage, légende qui a commencé d'ailleurs très tôt, car Bonaparte, le général de l'armée d'Italie, sous le Directoire, a compris immédiatement l'intérêt de construire lui-même sa propre image. Il était, le mot n'existait pas à l'époque, au fond très soucieux des questions de communication. Et le bulletin de l'armée d'Italie a été conçu comme une série d'écrits, de proclamations à sa gloire. Cette légende a été orchestrée pendant tout son règne par la propagande officielle, par la presse aux ordres, et presse sur laquelle veillait d'ailleurs une censure généralisée. Donc, je ne me suis pas inscrit ni dans la légende noire ni dans la légende dorée de Napoléon Bonaparte, et j'ai conduit une démarche un peu différente de celle des spécialistes de Napoléon Bonaparte, des historiens nombreux dans notre pays, et dont le premier maître a été sans doute Jean Tullard pour la période contemporaine. Je n'ai pas écrit une biographie de plus, je n'ai pas tracé un nouveau portrait de Napoléon. Les historiens, en général, suivent de façon linéaire celui qui est leur héros. Ils sont souvent fascinés par lui, malgré les scrupules qu'ils prennent avec la réalité des faits. Moi, au contraire, je me suis placé en surplomb de cette période décisive de 15 ans et j'ai essayé d'en regarder les résultats.
Je l'ai fait du point de vue de ce que je pensais être, à l'époque, les intérêts de la France, en me demandant si Napoléon Bonaparte, au bout du compte, les avait servis. Pour répondre à cette question, je m'en suis posé deux autres. La première, c'est est-ce que la France, à la fin de l'Empire, au moment de la défaite de Waterloo, au moment du congrès de Vienne, est plus assurée d'elle-même à l'intérieur? La deuxième, c'est est-ce que la France, en 1815, après tant de conquêtes, est plus forte, plus puissante qu'elle ne l'était en 1799? Et à ces deux questions, j'ai apporté des réponses négatives. Si l'on examine d'abord l'évolution du point de vue de l'évolution intérieure de la France, sous le Consulat et l'Empire, on est frappé par une évolution. Au début, Bonaparte est un stabilisateur. Il opère en France une indispensable remise en ordre. Il met fin, sans doute, à la Révolution. Il dit d'ailleurs « la Révolution est finie », mais la Révolution ne pouvait à l'évidence pas durer. Une telle secousse, un tel bouleversement, un tel changement de l'ordre doit à un moment s'arrêter, sinon elle tourne à l'agitation stérile. Et donc, il était normal que cette révolution s'arrête, elle s'étouffe sous le Directoire et Napoléon Bonaparte la termine. Il la termine, mais il en préserve les acquis essentiels du moins pour ceux qui l'ont faite à l'époque, essentiellement les bourgeoises et les notables, appuyés par une fraction de la paysannerie, même si le peuple des faubourgs notamment, a été un des instruments, un des acteurs des journées révolutionnaires. C'est la fin de la féodalité qui est confirmée, c'est la disparition des ordres, du clergé, de la noblesse en tant que telle, c'est l'égalité civile de principe entre tous les citoyens qui est réalisée, c'est l'assurance que le formidable transfert de propriété réalisé par la vente des biens nationaux, c'est-à-dire par les biens acquis ou arrachés à l'Église ou pris aux émigrés représentant pour l'essentiel la noblesse, ce formidable transfert de propriété par la vente des biens nationaux est garanti, confirmé par Napoléon Bonaparte. Cependant, d'ailleurs, qu'au moins pour un temps, il confirme, il assure la forme républicaine du gouvernement. Il est d'ailleurs, dans les premières années de son pouvoir, lorsqu'il est le premier consul, populaire auprès des Français. Non seulement parce qu'il est un général glorieux qui s'est illustré dans la campagne d'Italie sous le Directoire, mais aussi et peut-être surtout parce qu'il ramène l'ordre en France, la tranquillité publique, qu'il fait cesser le brigandage et que même, au moins pour un temps, il restaure la paix, puisque la paix d'Amiens est signée avec l'Angleterre et les autres puissances en 1802. Il dote la France d'une administration. Des changements avaient été opérés sous la Révolution. Si la République s'était poursuivie, elle aurait sans doute, elle aussi, mis en place des formes de gouvernement et d'administration. Mais c'est Bonaparte qui dote la France d'une administration, certes très centralisée, dans la tradition d'ailleurs de l'Ancien Régime et de la Révolution jacobine, mais en même temps forte et stable, puisque un certain nombre des institutions qu'il crée, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, les recteurs, les lycées, les universités napoléoniennes, la Banque de France, vont subsister, même si naturellement leur esprit ultérieurement changera. Il crée aussi une fonction publique. Ceux qui étaient chargés des charges de l'État l'étaient sous l'Ancien Régime, sous le règne de la faveur,
Pendant la brève période révolutionnaire, ils le sont par l'élection. Et là, c'est un corps de fonctionnaires, en principe nommés sur leur mérite, souvent par des premières formes de concours, que se met en place ce qui va structurer l'administration française, c'est-à-dire une fonction publique stable. Il réglemente, partant aussi des travaux opérés sous la Révolution, où 3 projets de code civil avaient été préparés, il réglemente les relations privées entre les Français en mettant en place le code civil, qu'on appellera d'ailleurs longtemps le code Napoléon. Il réussit, et c'est une intuition forte et une orientation sage, la pacification religieuse. Lui-même n'est pas croyant, il est plutôt agnostique, mais il comprend qu'il faut réconcilier les deux Frances, la France plutôt catholique, pour l'essentiel attachée à l'Ancien Régime, la France plutôt mécréante, on ne dira pas encore laïque, parce que le mot n'existe pas encore véritablement, en tout cas avec ce sens, qui anime les anciennes forces de la Révolution et aussi beaucoup l'armée. Et il négocie avec le pape, avec le nouveau pape, Pie VII, plus ouvert que son prédécesseur. Il négocie le Concordat en 1801, qui, là aussi, met l'Église sous la tutelle de l'Empire, mais sépare dans la vieille tradition le pouvoir spirituel qui revient au pape et le pouvoir temporel de nomination effective qui est celui du chef de l'État, c'est-à-dire de l'empereur. Ce compromis religieux, cette pacification religieuse, permettent aussi d'en finir pour de longues années avec la guerre civile, souvent sous fondement religieux, qu'a représenté la chouannerie ou l'insurrection vendéenne qui se tarissent. Malheureusement, il ne s'en tient pas à cette remise en ordre. Poussé par un tempérament impérieux, c'est un homme qui ne supporte pas la contradiction, voulant avoir tout le pays sous son contrôle afin de le tourner de façon cohérente et disciplinée vers la guerre, emporté aussi progressivement par le rêve de constituer à son profit une nouvelle dynastie, au fond une nouvelle monarchie, Napoléon Bonaparte ne se borne pas à diriger, même de façon autoritaire, une république consulaire élective, il marche, et marche rapidement, vers le despotisme. Un empire héréditaire en résultera avec le sacre, s'y ajoutera une restriction sévère des libertés, la manipulation du suffrage universel, soit qu'elle repose, ce qui est une nouveauté, car sous la Révolution, et pendant quelques mois, à l'exception sous la Convention, c'est un suffrage censitaire qui existait, c'est-à-dire un suffrage, un droit de vote qui n'était réservé qu'à ceux qui pouvaient payer un certain cens, c'est-à-dire qui pouvaient justifier d'un certain niveau de revenu. Il instaure ou reprend le suffrage universel, mais soit il l'utilise par des plébiscites qui sont orientés et dont les résultats sont parfois truqués, soit lorsqu'il s'agit de l'élection dans les chambres, les 3 chambres que sont le tribunal, le Conseil des 500 et le Sénat, ça n'est pas une élection directe auquel procèdent les électeurs, qui n'élisent pas directement les sénateurs ou les tribuns. Ils élisent au niveau de la commune des listes de confiance départementales. Les hommes, parce qu'il s'agit essentiellement d'hommes élus là, élisent des listes nationales. Et dans cette liste nationale, c'est le premier consul et ceux qui l'entourent qui choisissent et nomment dans les assemblées. C'est donc une manipulation, en quelque sorte, du suffrage universel. Les assemblées sont divisées et abaissé, c'est le règne de la propagande et la glorification de l'empereur, c'est la pratique systématique de la censure. Il y a près de 70 journaux en France. Au début du consulat, il n'y en a plus que le 4 à la fin,
et tous les journaux, tant qu'ils subsistent, ont un censeur auprès d'eux. À la fin même, les journaux ne peuvent écrire qu'en se fondant sur les nouvelles telles qu'elles paraissent dans le Moniteur, c'est-à-dire dans le journal officiel de l'Empire. À cette présence systématique de la censure s'ajoute l'éradication des oppositions et la toute-puissance de la police, dont la figure de Fouché est l'illustration. Par là même, il tourne le dos aux deux aspirations fondamentales de la Révolution, celle de la liberté, je viens de le montrer, mais aussi celle de l'égalité. Certes, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, instauré ou confirmé l'égalité civile, mais sur des points essentiels, il revient en arrière. Pour ce qui concerne l'égalité entre les hommes, c'est la recréation d'une noblesse d'empire, c'est surtout le rétablissement de l'esclavage. Pour ce qui concerne l'égalité entre les citoyens, c'est la remise en cause de l'égalité devant le devoir patriotique, devant l'impôt du sang, c'est-à-dire devant la conscription pour aller se battre, par la remise en place du système du remplacement par lequel les fils de gens, notables, riches, peuvent acheter un remplaçant qui ira se battre à la place de leurs enfants. C'est également vrai sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque le Code civil est plutôt régressif par rapport aux avancées de la Révolution française et précise que la femme reste une mineure. Quand elle quitte sa famille, elle quitte la tutelle de son père pour passer sous la tutelle de son mari. Alors, tant que Napoléon Bonaparte sera victorieux, il sera populaire chez les paysans, populaire aussi chez les ouvriers, du moins chez les ouvriers parisiens qu'il ménage, et il sera accepté par les notables. Avec la guerre d'Espagne, qui durera de 1808 à 1814 et qui se terminera par une défaite, viendront les premiers doutes, après la campagne de Russie, qui s'achève par une retraite catastrophique en 1812, alors commence à revenir ou à venir l'impopularité et la défiance. Et quand viennent les défaites de la campagne de France en 1814, personne en France ne se soude autour de l'empereur. Ni les maréchaux, qui le poussent à l'abdication à Fontainebleau le 6 avril 1814, ni les dignitaires du régime qui l'abandonnent, ni les assemblées qui l'a domestiqué mais comblé de faveurs, en particulier le Sénat, et qui appellent à son abdication, et ni même le peuple qui ne se mobilise pas autour de lui. Il n'est pas trahi, comme les admirateurs de Bonaparte le disent, il est abandonné, et personne ne songe en particulier à confirmer la dynastie en transférant le pouvoir à son fils. Et plus frappant encore pour un homme qui a été un homme d'ordre et qui pendant un temps l'a rétabli en France, c'est que notre pays va se trouver après coup pendant plusieurs décennies en plein trouble politique. Elle connaîtra deux restaurations, 1814, puis 1815, après les 100 jours, 1830, deux révolutions, celle de 1830, celle de 1848, une république éphémère qui va de 1848 à 1851, à nouveau un empire pour 20 ans, ou presque, de 1851 à 1870, lequel se termine par une insurrection populaire et aussi patriotique, la Commune de Paris en 1871, et c'est une république fragile qui se réinstaure véritablement en 1875 et qui ne se consolidera que progressivement. Il y a évidemment sans doute bien des causes à cette instabilité, mais je pense que cette incertitude a été accrue après le passage de Napoléon Bonaparte à cause d'un trouble qu'il ait introduit sur la question de la légitimité du pouvoir. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir ? Jusque-là, c'était
le pouvoir du monarque de droit divin. C'était donc Dieu, d'une certaine façon, qui, à travers ses représentants temporels, à travers les monarques, justifiait leur pouvoir. Avec la Révolution française, après les penseurs des Lumières, après Rousseau, c'est sur le fondement de la souveraineté populaire que s'établit la légitimité du pouvoir qui doit passer donc par des élections. Or, par son passage, Napoléon Bonaparte introduit dans l'histoire française un nouveau fondement possible du pouvoir qui est celui qu'arrache le César, le sauveur, l'homme providentiel, l'homme charismatique, souvent un militaire, parfois un militaire glorieux, et ce trouble sur la légitimité du pouvoir, ce qui fonde les institutions dans un pays, est peut-être à l'origine de cette instabilité politique que va connaître la France pendant 60 ans, de 1815 à 1875, pour ne pas parler de ces troubles ultérieurs. La deuxième grande question que je me suis posée dans ce livre, je l'évoquais tout à l'heure, c'est: la France sort-elle en 1815 plus forte, plus puissante qu'auparavant? Et à l'évidence, la réponse est non. Après la rupture de la paix d'Amiens, les guerres vont durer jusqu'à la fin de l'Empire. 600 000 morts français, 200 000 chez les troupes alliées que Napoléon introduisait dans ses armées, 800 000 morts chez nos ennemis, prussiens, russes, autrichiens, espagnols, ce qui fait 1 600 000 morts, sans compter les centaines et les centaines de milliers de blessés. Ce sont des victoires accumulées contre les Autrichiens, contre les Prussiens, contre les Russes. C'est Vienne, la capitale de l'Empire des Habsbourg, c'est Berlin, la capitale de la Prusse, qui sont occupées. Ce sont nos troupes qui arrivent à Moscou. Une grande partie de l'Europe est annexée, transformée en département français ou vassalisée. L'Empire n'est pas simplement un régime politique en France, mais aussi une construction géographique, une construction territoriale. Et à la fin, c'est finalement la défaite. Napoléon a battu tous ses adversaires les uns après les autres, mais coalisés à la fin contre lui, il est à son tour vaincu. Paris est occupé. L'Empire s'effondre en quelques semaines. La France perd les frontières naturelles, et notamment cette frontière sur le Rhin, conquise par la Révolution française et qui avait été admise par les autres pays dans des traités. Cette épopée glorieuse débouche finalement sur une humiliation. Et donc on peut se demander pourquoi la France, qui était la première puissance du continent, démographiquement, économiquement, si je mets à part la puissance anglaise, comment cette France subjuguée et rassemblée derrière un chef de guerre absolument exceptionnel peut-elle terminer vaincue et affaiblie? Sans doute parce que l'empereur, poussé par l'esprit de conquête, par la volonté de domination, ne sait pas fixer à la France, à son pays, des buts de guerre à la mesure de ses ambitions, et ne sait pas non plus dessiner pour l'Europe, hors d'une pure domination territoriale, une véritable conception nouvelle par rapport à l'ancien ordre monarchique. Il ne mène ni une politique d'émancipation des peuples, ni une stratégie réaliste d'État à État. Une politique d'émancipation des peuples n'était peut-être pas impossible, et d'ailleurs Napoléon Bonaparte lui-même, dans le mémorial de Sainte-Hélène, qui va tellement contribuer à sa légende, se présente rétrospectivement comme le héros qui se bat contre les vieilles puissances monarchiques, se présente comme celui qui a voulu éveiller les peuples européens, les amener aux idées nouvelles.
Donc, d'une certaine façon, il conçoit rétrospectivement, d'une part sans doute qu'il vaut mieux se présenter comme tel, mais aussi peut-être qu'une telle approche était possible. Il faut se souvenir que l'écho des idées de la Révolution française en Europe avait été extraordinairement puissant dans une Europe qui avait déjà été travaillée par les ferments de la philosophie des Lumières. Certes, une première révolution s'était passée aux États-Unis 10 ans avant. Une première république s'était installée par des peuples qui venaient d'Europe, mais ces peuples avaient franchi l'Atlantique et ils étaient loin à cette époque. Une république, une révolution et une république hollandaise, batave, s'était même créée juste avant la Révolution française. Mais que dans le pays qui symbolise la monarchie absolue, une révolution s'opère, qu'elle invente cette formule liberté, égalité, fraternité, qu'elle abatte les ordres anciens, qu'elle transfère massivement la propriété, qu'elle crée l'idée d'égalité, c'était un bouleversement considérable. Et dans tous les pays, pratiquement, avec des figures exceptionnelles, c'est Goethe, c'est Hegel, c'est Beethoven en Allemagne dans un premier temps, c'est Goya en Espagne. Dans tous les pays d'Europe, pratiquement, on trouve ce qu'on appelle des amis de la France, c'est-à-dire des gens influencés par l'esprit des Lumières, marqués par les avancées de la Révolution française, et qui aspirent à transformer eux-mêmes leur propre pays à partir de ces idées nouvelles. Bonaparte, perçu comme un héritier de la Révolution, soulève des espoirs en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Hollande, et ces espoirs, il les décevra systématiquement. Il n'appuiera pas les mouvements nationaux, il ne servira pas les patriotes italiens qui aspirent à l'unité, il ne servira pas les patriotes polonais qui veulent reconstituer un État qui a été dépecé dans un troisième partage par la Prusse, par la Russie et par l'Autriche. Et il préfère au contraire les alliances dynastiques. Voyant leur pays envahi, dominé, leur capitale occupée, des spoliations immenses s'opérant à partir de ces pays vers la France, ces hommes et ces femmes, souvent de la bourgeoisie, parfois d'une partie du peuple qui aspire à la terre, tentés par les idées nouvelles, mais qui sont mus aussi par un patriotisme à l'égard de leur propre pays, eh bien, pour la plupart d'entre eux, choisiront leur pays et se dresseront donc contre la France. Mais, à défaut de mener une politique d'émancipation que l'on pouvait peut-être trouver trop idéaliste et qui pourrait apparaître donc comme anachronique, ce qu'on constate, c'est que Napoléon ne conduit pas non plus une stratégie réaliste d'État à État. Il a un seul ennemi constant, mais qui lui échappe, car sa puissance est sur les mers, c'est l'Angleterre. C'est un ennemi exceptionnel, obsessionnel et exceptionnel, qui le conduit à construire le blocus continental, c'est-à-dire à vouloir enfermer l'Europe dans un système protectionniste contre l'Angleterre, ce qui est au-dessus des forces de la France et au-dessus de la taille de son économie. Et ce qui frappe et ce qui m'attriste en tant que responsable d'État rétrospectivement, c'est de voir à quel point l'Angleterre, pendant toute cette période, aura été absolument réaliste, ne commettra jamais d'imprudence. Elle sait qu'elle n'est pas une puissance militaire continentale. Elle viendra se battre à la fin en Espagne, puis en Belgique, pour achever l'adversaire en quelque sorte. L'Angleterre est réaliste et Napoléon Bonaparte ne l'est pas. N'ayant ni allié stable ni ennemi constant, il aura au bout du compte tout le monde contre lui, les États, les souverains et les peuples qui se soudent avec eux. Si bien qu'en 1815, le Congrès de Vienne signe à la fois la défaite de la France et la victoire de l'ordre ancien, l'ordre monarchique, restauré pour 30 ans jusqu'aux révolutions de 1848 qui se produiront dans toute l'Europe, mais qui souvent seront vaincues.
Si bien que pendant cette période charnière de 15 ans, on voit que l'Europe, et Napoléon n'y aura pas été étranger, n'a pu saisir l'occasion d'une transformation et d'une modernisation dont les prémices étaient là présents. Dès lors, sur la base de ce double constat d'échec, à mes yeux, il est peut-être étonnant de voir prospérer ultérieurement en France un courant bonapartiste significatif. Et c'est cette énigme, en quelque sorte, que je me suis efforcé d'explorer dans la deuxième partie de mon livre, celle où je traite des métamorphoses du bonapartisme, de 1875 à la Deuxième Guerre mondiale, à 1940, ou celle que je regarde à travers l'empreinte du bonapartisme aujourd'hui. Pendant les deux restaurations, c'est-à-dire sous Louis XVIII et Charles X d'abord, de 1815 à 1830, puis sous Louis-Philippe, de 1830 à 1848, il y a la naissance, puis l'épanouissement d'une légende napoléonienne. Les régimes monarchiques qui ont été restaurés sont maladroits vis-à-vis de l'opinion, sont rapidement contestés, sont injustement, parce que les défaites sont antérieures, accusés ou rendus responsables de l'affaiblissement de la France. Et c'est d'ailleurs en grande partie ce qui explique tout ce qu'écrira la génération des romantiques, qui contribuera d'ailleurs aussi à la légende napoléonienne, que ce soit Hugo, que ce soit Vigny, que ce soit Stendhal, ou dans une certaine mesure Lamartine. Donc, l'idée républicaine, elle, a perdu de son pouvoir d'attraction, même si elle va renaître progressivement, au point de l'emporter en 1848, et le souvenir de l'Empire, face à ces régimes monarchiques décevants, commence, avec cette période de gloire, à être magnifié. Napoléon meurt à Sainte-Hélène en 1821. La publication du mémorial de Sainte-Hélène, qui est une formidable reconstruction de l'histoire, est faite en 1823. Les demi-soldes, tous ces soldats des armées napoléoniennes qui n'ont pas été repris dans les armées des rois, les demi-soldes et les colporteurs d'images d'Épinal vont se faire à travers tout le pays les propagateurs de la légende, et même Louis-Philippe, voulant d'une certaine façon récupérer ce fervement bonapartiste, y contribue à cette légende en acceptant puis en accueillant en 1840 aux Champs-Élysées, puis vers les Invalides, le retour des cendres de Napoléon. Dans les campagnes françaises, la figure de Napoléon Bonaparte, après sa mort, est à nouveau populaire. Mais c'est la faiblesse de la République, restaurée après la Révolution de 1848, qui va provoquer le surgissement inattendu à l'époque d'un second empire. La Deuxième République a commencé dans l'euphorie, c'est une révolution humaniste. En même temps, la France paraît renouer avec le fil de la Première République et de la Révolution, mais il se produit un conflit entre cette République qui, rapidement, après les assemblées, l'élection d'assemblée où la province ramène des conservateurs, cette République s'affirme conservatrice, des journées en juin 1948 se produisent qui sont réprimées par un républicain sincère, un homme d'ordre, le général Cavaignac, et la République se coupe du peuple, des ouvriers et des pauvres. Face à une assemblée unique, la nouvelle Constitution confie le pouvoir exécutif à un président élu au suffrage universel et, surprise, en décembre 1848, c'est un inconnu, mais un inconnu portant un nom célèbre, Louis-Napoléon Bonaparte, un des neveux de l'empereur, qui est élu très largement. Les paysans,
ont voté en masse pour le seul nom qui véritablement leur parle, et c'est celui de Napoléon. 3 ans plus tard, celui-ci opère un coup d'État, le coup d'État du 2 décembre. 1 an plus tard, par plébiscite, c'est le passage à nouveau de la République à l'Empire. Louis-Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur des Français. Cet empire durera 20 ans, peut-être parce qu'il saura s'auto-réformer, sans doute parce qu'il sera moins aventureux à l'extérieur que le premier, même si l'expédition au Mexique sera un échec, que le danger de la Prusse au plan militaire sera sous-estimé, c'est en tout cas une défaite militaire à nouveau à Sedan en 1870 qui débouche sur un nouveau désastre et non pas sur un retour aux frontières anciennes, mais cette fois sur une amputation avec la perte de l'Alsace-Lorraine. Pourtant, malgré ce désastre, l'idée et la tentation bonapartiste ne disparaîtront pas complètement. Elles persisteront sans les Bonaparte, puisque le prince impérial est tué en Afrique par les Zoulous, alors qu'il combat d'ailleurs, lui, dans les troupes anglaises, ce qui est une rupture par rapport à l'anglophobie du Napoléon Bonaparte, et ce courant bonapartiste subsiste sous des formes diverses. Quel est ce fond d'idées du bonapartisme qui connaîtra, comme je le dis dans mon livre, des métamorphoses? On retrouve mêlé l'appel à un sauveur lorsque la France et les Français se trouvent dans les difficultés, le goût d'un chef charismatique, le désir d'ordre, mais mêlé en même temps à des préoccupations sociales, l'hostilité aux notables, on dirait peut-être aujourd'hui les élites, l'antiparlementarisme, le dépassement du clivage droite-gauche et une conception extrêmement autoritaire, pour ne pas dire despotique, de l'exercice du pouvoir. La première théorisation du bonapartisme n'a pas été faite par Napoléon Ier, lui il n'avait pas besoin de théoriser. Il l'était et on le suivait. C'est son neveu, Louis-Napoléon, qui, dans sa phase conquérante ou séditieuse, bien avant de devenir président, écrit Les idées napoléoniennes en 1839 ou L'extinction du paupérisme en 1841. Mais cette inspiration mêlée dont je viens de parler, on la retrouvera dans le boulangisme entre 1880 et 1891, quand le général Boulanger, au nom de la revanche, pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine, se dresse contre les élites républicaines. Au début donc de la Troisième République, on la retrouvera aussi dans des mouvements tels que les Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger, venu du bonapartisme, les Croix de feu du colonel de la Rocque pendant les années 30. Pourtant, rapidement, ce bonapartisme en France va être concurrencé par l'affirmation de courants d'inspiration réactionnaire, anti-révolutionnaire, hostiles à la Révolution française, tels que l'Action française de Maurras, ou des mouvements alors d'inspiration directement fasciste, à l'imitation de l'Italie ou de l'Allemagne, comme le Faisceau de Georges Valois, qui sera résistant et mourra en déportation, comme le parti franciste de Marcel Bucard, qui lui sera collaborationniste et sera fusillé en 1946, comme le mouvement de Marcel Déat, venu du Parti socialiste, mais dérivant, condamné à mort, fugitif, et disparaissant en 1955 dans un couvent italien où, sous un autre nom, il s'est réfugié. Et plus encore, sans doute, ce mouvement fasciste sera représenté par le Parti populaire français, le PPF, de Jacques Doriot, venu, lui, du Parti communiste, qui terminera mitraillé par un avion dans des conditions non élucidées en Allemagne en 1945, où il a fui. On voit donc que les itinéraires individuels de ces hommes sont différents, certains étant des collaborationnistes acharnés, d'autres pouvant rejoindre la résistance, ce qui fut aussi, d'une certaine façon, le cas du colonel de la Rocque.
Si ces divers mouvements de type fasciste ne vaincront pas la République qui saura se défendre et qui ne sera abattue, cette République, qu'en 1940 que par la victoire de l'Allemagne nazie, on rapprochera dans cette même période de l'inspiration bonapartiste, à tort ou à raison, et j'en discute d'ailleurs dans mon livre, les deux figures aussi opposées que sont le maréchal Pétain, celui de la collaboration, et le général de Gaulle, celui de la résistance, du retour de la République, de la chute d'une République, mais de la naissance ou de la création d'une 5e République, le régime sous lequel nous vivons. René Raymond, spécialiste de la droite française, a écrit sur cette droite autoritaire qu'il fait dériver du bonapartisme des pages, évidemment, que les historiens n'ont pas oubliées. Si j'en juge, et je voudrais terminer ainsi, par les références journalistiques qui sont faites aujourd'hui constamment au bonapartisme, et si j'en juge aussi par certains thèmes véhiculés par les mouvements populistes, que j'évoque rapidement à la fin de mon livre, nous n'en avons peut-être encore pas tout à fait fini avec cette histoire, et c'est aussi pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre dont je viens de vous parler ce soir. La première question que j'avais envie de vous poser, tout à l'heure vous avez dit que vous avez voulu explorer le passé, contrairement à d'autres invités qui étaient venus anticiper. Moi je me demande si dans votre conscient, peut-être dans votre inconscient, vous n'avez pas eu envie de lancer un message aux Français pour leur dire qu'un homme providentiel, c'est une chimère, en fait, par rapport à ce que vous pouvez ressentir de la vie politique française aujourd'hui, de votre propre expérience? Si j'avais voulu véritablement lancer un message aux Français, j'aurais pris un autre média qu'un livre, car le livre a un lectorat finalement relativement réduit, et c'est donc en utilisant les grands médias de masse que l'on pourrait adresser, si c'était nécessaire, un message aux Français. Je ne le fais pas dans la mesure où j'ai choisi de ne plus m'exprimer sur les problèmes de l'actualité immédiate. Mais pour autant que ce livre est lu, pour autant qu'on en parle, il est clair, effectivement, même si ça n'était pas mon objectif initial était vraiment une curiosité, non pas d'historien comme vous, mais d'homme amoureux de l'histoire, pour démêler cette contradiction dont je parlais. Et peut-être contribuer à une certaine démythification parce qu'elle m'apparaît nécessaire. Mais pour autant qu'il y ait un message, oui, j'appartiens à la culture démocratique, non pas à la culture bonapartiste, et dans ce sens, même dans les périodes de difficulté, je crois que le recours à un homme providentiel est toujours une tromperie. Et donc, nous avons eu des expériences cruelles dans le passé, chez nous, à nos frontières, et donc, oui, je vous rejoins tout à fait sur ce point, même si je n'avais pas une volonté, je dirais, lourdement pédagogique. Ce mal napoléonien, donc le titre de votre bouquin, c'est-à-dire, quelque part, s'en remettre historiquement à un homme providentiel, ou une femme, enfin un homme, en l'occurrence, n'est-il pas l'aveu de la formidable impuissance du peuple à s'assumer pleinement lorsque ses repères sociaux, économiques et politiques, de fait identitaires, sont bouleversés? Vous avez raison de dire qu'est légitime ce qui dure longtemps et qu'il y avait une puissance de la légitimité monarchique. Et d'ailleurs, les pays qui ont plus que la France choisi la réforme, qui ne sont pas passés par cette coupure majeure que représente une révolution, de l'importance de la révolution de 1789-93, ont été vers la forme démocratique en gardant, ou plutôt ont été vers
la réalité démocratique en gardant la forme constitutionnelle monarchique. C'est pourquoi un certain nombre des pays d'Europe sont aujourd'hui des monarchies tout en étant des pays aussi démocratiques que le nôtre. La Révolution française, et c'est ce qui fait aussi son caractère saisissant et aussi son caractère grandiose d'une certaine façon, a été une coupure majeure. Et c'est pourquoi je dis que ce conflit qui avait commencé à naître entre les anciennes formes de la légitimité et la nouvelle forme qui était la forme démocratique, celle fondée sur la souveraineté du peuple, a été troublé et compliqué par cet épisode césariste qui a fait naître l'idée qu'on pouvait trouver un autre fondement au pouvoir. Alors le peuple, bien évidemment, dans un pays de 65 millions d'habitants, mais ça serait vrai aussi dans un pays de 5 millions d'habitants, ne peut pas par définition se constituer lui-même. En tout cas, il est la matrice de la volonté nationale, mais il a besoin de s'exprimer à travers des représentants. Et il est clair que mon sentiment est qu'il est préférable, je ne suis pas en train de me prononcer là sur la question de l'élection ou non d'un président au suffrage universel, c'est tranché dans notre pays par la Constitution, et il est peu vraisemblable de penser que le peuple français accepterait volontiers de se priver de cette prérogative désormais. Enfin, peut-être que quelqu'un un jour lui posera la question par un référendum. Et donc, je pense que le peuple ne peut se constituer qu'à travers des représentants, et effectivement, je trouve hautement préférable que ces représentants soient pluralistes, qu'ils expriment la diversité de ce peuple, qu'ils permettent aux contradictions de s'affirmer, aux différences d'intérêts de se faire connaître, aux débats d'idées de trancher, si peut-être tranchés par des citoyens éclairés, plutôt que de remettre son destin à un homme, voire à une femme, qui prétend, lui, être par prédestination apte à incarner le peuple, à connaître ce qui est bon pour lui, et je pense qu'il s'agit là effectivement d'une dangereuse mystification. Donc, je reste profondément attaché à une démocratie représentative, ce qui ne veut pas dire que la question de la façon dont les représentants du peuple répondent à ces exigences ne soit pas une question posée toujours, et y compris aujourd'hui. Alors moi j'avais une question au sujet du bolivarisme qui se développe en Amérique latine au XIXe siècle et qui naît de la volonté d'indépendance des États vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal et qui semble avoir des traits communs avec le bonapartisme, volonté énoncée d'émancipation des peuples, leader charismatique vainqueur sur les champs de bataille et exercice du pouvoir, parfois dictatorial. Selon vous, le bolivarisme est-il d'inspiration bonapartiste et plus généralement, y a-t-il eu un bonapartisme hors de France? On pourrait aussi bien dire qu'il est d'inspiration garibaldiste que d'inspiration bonapartiste. Pour ce qui concerne Bolivar, il est clair que l'Amérique latine, parce qu'elle a eu du mal à construire en son sein, en dehors des conflits nationaux qui ont existé, des luttes et des guerres de frontières, elle a du mal à constituer des régimes démocratiques, a été saisie par la tentation césariste. On peut le rattacher au bolivarisme si l'on veut, même si ça apparaît pour les latino-américains à héros positif, mais on peut le rattacher surtout à des figures telles que Vargas, par exemple, au Brésil, ou telles que Perón en Argentine. Et c'est donc une forme particulière de bonapartisme, celle qu'on a appelée le caudillisme, en quelque sorte, qui caractérise ces régimes autoritaires d'Amérique latine. Et l'Amérique latine est sortie de l'instabilité après des régimes de dictature, et des régimes de dictature militaire, souvent, comme en Argentine, comme au Brésil, comme en Uruguay, comme au Paraguay, qu'en restaurant des formes de démocratie représentative. Donc, l'intérêt de votre question, c'est qu'elle montre que sous des formes différentes, sous des cieux différents, le bonapartisme est peut-être simplement une forme du césarisme, disons, et qu'il y en a eu d'autres. En tant qu'enseignant en histoire, j'ai un de mes anciens élèves à mes côtés et j'ai un élève actuel dans la salle. J'ai été choqué par votre première
Sur votre première page, vous avez dit, si j'avais traversé la Révolution, je n'aurais pas rallié Napoléon Bonaparte. Comment pouvez-vous affirmer, sans avoir vécu les 10 ans qui ont précédé la prise du pouvoir par Napoléon, et sans savoir ce que cette aventure pouvait, sur quoi cette aventure pouvait déboucher, comment pouvez-vous affirmer une telle chose? Moi, en tant qu'enseignant, je vous aurais pensé si vous aviez été mon élève. C'est bien pour ça que j'ai préféré être une génération antérieure, pour éviter cette admonestation du professeur. J'en ai eu quelques-unes dans mon histoire scolaire, de toute façon. Non, c'était peut-être pour ne pas tromper mon lecteur, disons, pour le renseigner sur mon tempérament. C'était peut-être un jeu aussi avec l'histoire. Je me souviens que quand j'avais passé un concours très, très important à l'oral, une des questions qui m'avait été posée et qui m'a le plus embarrassé, était de me demander, le jury, enfin un des membres du jury, si vous aviez été, donc eux aussi jouaient à ce jeu, les membres du jury, si vous aviez été dans l'Assemblée qui a voté la mort de Louis XVI, est-ce que vous auriez voté la mort de Louis XVI? Alors je suis parti dans 1 ou 2 minutes de construction, non, mais on vous pose la question, est-ce que vous auriez voté la mort de Louis XVI? Alors dans la mort dans l'âme, si j'ose dire, et disant, il faut répondre de toute façon, j'ai dit oui, je l'aurais voté, et je me suis demandé, ne connaissant pas bien le jury, si j'avais été une connerie ou pas, mais vous voyez qu'on peut être ramené dans beaucoup de circonstances à l'histoire et à vouloir la jouer. Là, en l'espèce, je voulais jouer avec cette période. Je me rattache par ma tradition à la culture républicaine et pas à la culture bonapartiste. Et donc, je ne sais pas si j'aurais été un jacobin ou un girondin, parce que maintenant, la synthèse, nous l'avons un peu faite. Nous sommes un État unitaire, une république une et indivisible, c'est dans la Constitution, ça c'est la tradition jacobine, et puis depuis les années 82-83, nous avons fait la décentralisation, donc nous avons inscrit dans le message girondin. Donc, j'étais girondin ou jacobin, ça dépend où on est, mais je pense que effectivement, je n'aurais pas été tenté par l'aventure césariste, mais j'admets qu'il s'agit là d'un anachronisme, monsieur le professeur. Vous définissez souvent le bonapartisme comme une forme de populisme, avec évidemment des liens sur aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, le bonapartisme correspondrait à un des fondements du nationalisme? D'abord, précisons, je crois ne pas me tromper en disant que je rattache plutôt le populisme au bonapartisme, que je définis d'entrée le bonapartisme comme un populisme. Parce que, d'abord, le terme populiste, il n'est inventé véritablement en politique que dans les années 1880, en gros, et en Russie. Donc, il n'avait pas cours à cette époque. Donc, je ne l'ai pas utilisé à propos du bonapartisme sous Napoléon Bonaparte et même sous le Second Empire. Les rapports de Napoléon au nationalisme sont étranges d'une certaine façon. D'abord, il ne faut pas oublier que Napoléon est corse. Une Corse qui est depuis peu dans le giron de la France. Elle a été sous la monarchie. Napoléon et sa famille sont pendant un certain nombre d'années, donc pendant sa prime jeunesse, des paolistes, c'est-à-dire ceux qui, en Corse, suivent un leader qui, tout en s'étant rallié à la République, rallié à la Convention, espère l'indépendance de la Corse et veut fonder une république en Corse, donc un courant, on va dire, un peu indépendantiste, si vous voulez, pour l'époque. Et plusieurs des historiens de Napoléon Bonaparte, et notamment Patrice Guénifet, qui vient de faire un Bonaparte, indique une chose qui me paraît intéressante. Moi, je ne l'ai pas introduite dans mon livre parce que je le pensais un peu, mais je ne voulais pas avoir l'air d'introduire un doute un peu subjectif sur la personnalité même de Napoléon Bonaparte. Mais disons au fond que ce qui est frappant chez Bonaparte, c'est qu'il n'a véritablement d'allégeance à l'égard de personne. Si vous voulez. Vraiment, lui ne dépend que de lui-même, ne se construit que par rapport à lui-même. Et son rapport à la France est un rapport assez particulier. Il choisit la République.
Il rompt avec Paoli. Donc là, il n'y a pas de doute, si vous voulez. Il a des liens avec les Jacobins, notamment avec le frère de Robespierre, un des frères de Robespierre, au siège de Toulon. Donc on le classe plutôt parmi les Jacobins. Il réprime l'insurrection vendémiaire, qui est une insurrection royaliste, et donc s'acquiert la réputation d'un général républicain. Mais déjà, il commence à penser à lui-même, si vous voulez, à la conquête du pouvoir pour lui-même. Il ne sait pas encore comment, mais il commence à y penser. Et donc, il rompt avec la tradition républicaine dans son esprit, si vous voulez. Et puis l'autre rapport à la nation, ou plus, vous avez dit le nationalisme, je dirais à la nation, est aussi curieux parce que, et c'est d'ailleurs le titre d'un de mes chapitres, je dis, je crois, de la nation à l'empire. C'est qu'au fond, la Révolution française et les guerres, même révolutionnaires, les guerres de la Révolution, qui sont des guerres de défense, mais qui sont aussi des guerres de conquête, se font autour de la nation française. Alors c'est vrai, Napoléon Bonaparte parle parfois de la nation, il parle de la grande nation, notamment. Rapidement, il faut savoir, quand il est empereur, que dans les actes où il s'exprime, dans ses déclarations, dans les décrets, il ne parle plus de citoyens, il parle de sujets, il parle de ses sujets, donc il est revenu dans le langage et dans la mentalité, on va dire, monarchiste, et c'est d'autres ruptures avec la Révolution, et sa façon de construire ce gigantesque empire par l'annexion, par la départementalisation, par la facialisation d'un certain nombre de royaumes voisins, ou simplement en mettant sous des trônes, que ce soit à Naples, Murat, ou à... Je cherche où son autre... bon, ça m'échappe à l'instant, mais enfin, en mettant certains de ses frères et sœurs sur des trônes, par exemple, il rompt avec l'idée d'une nation française. Il oublie lui-même la nation et pour être dans une construction impériale. Dans ce sens, je ne suis pas sûr que le mot nationalisme ait un sens pour lui. Une signification, je ne suis même pas sûr que le mot existe d'ailleurs, véritablement, ou plutôt il va être peut-être inventé en Allemagne par Fichte, qui est un amoureux de la Révolution française, un défenseur des idées de la Révolution française, mais qui, voyant son pays occupé, la Prusse, Berlin occupé, tourne au nationalisme. Et donc, Napoléon va oublier la nation française dans la construction impériale et va construire des nationalismes contre la France et contre la domination de la France. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait, dans le bonapartisme chez Napoléon, un nationalisme. Par contre, ce nationalisme, on le trouve davantage chez un bonapartiste comme Déroulède, Déroulède, oui d'ailleurs, mais comme Boulanger, qui, au nom de la revanche contre la Prusse, de la volonté de récupérer l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine, est sur des thématiques nationalistes. Mais le nationalisme va être cultivé en France plutôt par les milieux de l'extrême droite que par le bonapartisme lui-même, même si, par un paradoxe de l'histoire, une partie des nationalistes va tomber dans la collaboration, c'est-à-dire dans le contraire même du nationalisme, puisque c'est la soumission à une puissance étrangère. Alors, il y a de nombreux hommes politiques qui ont écrit sur Napoléon Bonaparte. Il y a notamment un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui a consacré 3 ouvrages à la figure napoléonienne. Et j'ai été un petit peu amusé de voir qu'il ne figurait pas dans la bibliographie de votre ouvrage. Et donc je voulais savoir si vous les aviez consultés pour la rédaction de ce livre, et ce que vous pensiez de son approche, qui est à la fois plus historique et certainement plus consensuelle à l'égard de Napoléon, et notamment de l'héritage qu'il a laissé à la France. On n'a pas pris l'habitude de s'envoyer nos livres. On ne lit pas forcément ce que chacun produit. J'ai jeté un coup d'œil au livre, en tout cas à celui que Dominique de Villepin a écrit sur les 100 jours. J'ai regardé aussi le livre de Philippe Séguin sur le Second Empire. Je crois quand même, je ne voudrais pas parler à la place de Dominique de Villepin, mais
je pense qu'il est lui-même davantage tenté par la culture bonapartiste que je ne le suis moi, si vous voulez, qui m'inscrit plutôt dans la tradition républicaine et démocratique. Donc nos tempéraments sont différents, et donc comme dans, je n'ai pas mon livre avec moi, mais dans la bibliographie, je mis parmi les ouvrages consultés, il y en a que j'ai lus et que je n'ai pas cités. Vous dites que les princes vainqueurs n'acceptent pas la République à cause du détournement par Napoléon des promesses, ou vous dites aussi un petit peu plus loin que Napoléon repousse la République à 50 ans. Moi, je vous trouve très très indulgent avec ce qui s'est passé avant. Vous dites que le directoire était corrompu, mais que c'était dans les mœurs de l'époque, et vous ne mettez quasiment qu'une ligne sur la terreur, qui a quand même dû inspirer autrement, certainement beaucoup de répulsion. Donc je me dis que c'est peut-être pas la faute de Napoléon, c'est peut-être bien la faute de la Révolution elle-même qui a fait que les monarques vainqueurs de Napoléon, la République, ça les inspirait peut-être pas forcément. Bon, j'ai pas écrit un livre d'histoire, j'ai pas écrit une histoire de la Révolution, je me suis centré sur cette période, ce parcours. Je rappelle que la terreur a fait 40 000 victimes. Je dis aussi que la terreur et la mort et l'exécution de Louis XVI a provoqué une certaine répulsion en Europe, donc je l'indique dans mon livre, donc c'est assez clair à cet égard. Mais sans vouloir du tout idéaliser la Révolution, au fond, ce que je retiens peut-être de la Révolution, c'est plutôt les grands principes et les grands fondements qui ont été les siens, plus que le cours pratique de cette période révolutionnaire, et notamment cette période de la terreur, que je ne reprends pas à mon compte. Je mets aussi au crédit, par exemple, de Napoléon Bonaparte, le fait d'avoir su opérer la réconciliation religieuse ou la pacification religieuse par le concordat. Même si il détruit son œuvre, je l'indique, un compromis gâché, lorsqu'il entre en conflit directement avec le pape en annexant les États pontificaux, si vous voulez, toujours au nom de la logique du blocus. Donc, je rends justice, beaucoup dire, mais historiquement, disons, je dis Napoléon apporte l'ordre, termine la Révolution, sans doute était-ce inévitable, certains diront plus favorable encore que moi, nécessaire, mais il n'avait pas besoin, ce chef d'État populaire, assuré de lui-même, il n'avait pas besoin d'entrer dans cette dérive despotique, si vous voulez. Et c'est plutôt cette partie de l'évolution intérieure du parcours de Napoléon Bonaparte que j'examine, de même que l'hubris, la démesure qui entraîne sa politique extérieure et sa politique militaire, notamment vers l'échec final. Donc, si j'écrivais un livre sur la Révolution, ce qui n'est pas le cas, c'est un projet que j'ai, je serais peut-être, pour certains aspects, plus sévère. Une question un peu liée à mes années d'enseignement. J'ai souvent constaté au cours de ces années, il y avait chez mes élèves, quand on abordait la période évidemment de l'Empire, la période aussi du Consulat, une confusion entre Bonaparte et Napoléon, une confusion entre le nom et le prénom, que d'ailleurs les actions de Bonaparte, comme celles de Napoléon, confortaient. Donc une confusion comme un problème d'identité. Est-ce que l'on ne constate pas aujourd'hui, chez l'homme politique qui accède au pouvoir, ce même phénomène identitaire? Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas d'ailleurs un des enseignements que l'on pourrait tirer de la lecture de votre livre? Si je voulais jouer avec votre question maligne, je dirais qu'il faudrait alors plutôt se référer à un livre antérieur que j'ai écrit, le prédécesseur, puisque le titre était « Lionel raconte Jospin ». Alors là, on était en plein dans l'espèce de dichotomie, de schizophrénie
qui pourrait saisir l'homme politique. C'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est l'éditeur qui trouvait que ça faisait, comment dirais-je, un mélange de l'intime supposé s'accrocher à Lionel et confronté à l'homme public qui s'appellerait Jospin. Mais moi je comprends la confusion de vos élèves. Et cette confusion est intelligente d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'historiens ou simplement de citoyens ou d'auteurs qui séparent Bonaparte et Napoléon. Moi j'ai des discussions sur ce sujet avec un journaliste que j'aime beaucoup, que j'estime, qui est devenu un ami, qui s'appelle Alain Duhamel, et lui, il distingue Bonaparte en qui il voit un personnage presque entièrement positif de Napoléon, si vous voulez. Et donc, ils sont nombreux à... Guénifet lui-même a écrit un Bonaparte et il va écrire un Napoléon, si vous voulez. Donc, il opère cette césure. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il vaudrait mieux que le nom soit Bonaparte-Napoléon que Napoléon-Bonaparte, parce qu'on a une inversion de la logique historique d'une certaine façon. Donc, oui, cette distinction, elle peut exister, mais n'oublions pas ce que disait Hugo, quand même. Déjà, Napoléon pointait sur Bonaparte. Vous dites que la droite a abandonné des pans du gaullisme et vous dites que la gauche a intégré certaines orientations du gaullisme. Et donc, moi, j'aurais une question qui unirait ces deux hommes complètement atypiques. Est-ce qu'on peut imaginer le bonapartisme sans Bonaparte et le gaullisme sans De Gaulle? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que tous ceux qui se réfèrent à ces deux hommes sont de pâles imitateurs? Il est clair que quand un mouvement choisit de s'appeler du nom d'un homme, il court davantage le risque de l'anachronisme, disons, quand cet homme disparaît. C'est assez logique, même s'il peut y avoir, comme je l'indique, des métamorphoses. Lorsque je dis que la droite a abandonné une partie du message de De Gaulle, je pensais essentiellement à la politique extérieure, notamment à la question du rapport à la puissance américaine. Après tout, la réintégration dans l'OTAN a été souhaitée par un président de la République, refusée par un Premier ministre dans un autre moment, puisqu'ils étaient en cohabitation. Ça vous indique peut-être quels étaient les deux personnages, et a été ensuite réalisé par le représident de la République qui a succédé au président de la République dont je parlais à l'instant. Donc sur le terrain de la politique étrangère, oui, à certains égards, j'ai senti une prise de distance. Quand je dis que la gauche a intégré une partie de l'héritage gaulliste, c'est peut-être dans la mesure où elle a accepté les institutions. Alors, dans un certain nombre d'articles de journaux, j'ai lu « Ah, Jospin s'éloigne de Mitterrand parce que Mitterrand avait écrit le coup d'État permanent », qui était une critique sévère, effectivement, des institutions gaulliennes telles qu'elles fonctionnaient sous De Gaulle. Il faut voir le moment où ça a été écrit. C'était quand même relativement peu de temps après 1958 et surtout 1962, c'est-à-dire oui, c'est ça, 64, donc 2 ans après le passage à la véritable Ve République par l'élection du président au suffrage universel. D'autre part, il y avait une critique sévère de la pratique de De Gaulle, je reprends certaines de ses critiques d'ailleurs, certaines tendances à l'autoritarisme, mais ce livre est écrit par un opposant qui combat. Quand François Mitterrand devient président de la République, il ne change pas les institutions de la Ve République, il les accepte. D'une certaine façon, il change un certain nombre de choses, la suppression des tribunaux d'exception, enfin il y a des tribunaux militaires, il y a un certain nombre de choses qui sont changées. Et puis il y a la décentralisation qui change quand même aussi la nature de l'État en France. Mais il n'y a pas de remise en cause des institutions. Mitterrand avait eu cette phrase assez extraordinaire et qui peut faire réfléchir, parfois sourire. Ces institutions étaient mauvaises avant moi, elles le seront après moi. C'est bon, une commodité quand même de langage. Et finalement, je suis un des hommes politiques français qui a changé
les institutions de la Ve République, modérément ou modestement. Certains disent que ça a des conséquences, je n'en suis pas si sûr, en faisant approuver par le peuple français, par référendum, le quinquennat, hein, qui avait d'ailleurs été envisagé par consensus, par différents partis politiques sous Pompidou. Donc j'ai repris une idée qui existait antérieurement, mais c'est quand même un changement important. Voilà donc ce qui explique cette référence de la gauche et de la droite aux gaullistes. Bon, voilà. Je vais vous demander par rapport au passage de Napoléon à travers l'Europe, donc en Allemagne, en Italie, est-ce que par réaction, même avec tous les malheurs qu'il a causés, est-ce que dans l'esprit de certaines élites, ça n'a pas longtemps après suscité, par exemple, l'unité italienne, l'unité allemande? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut penser que l'unité italienne a été freinée par l'action de Napoléon, dans la mesure où un certain nombre de ceux qu'on appelait les patriotes italiens ont compté sur lui, soit à travers les républiques sœurs, soit même en pesant sur le royaume de Piémont-Sardaigne, ont compté sur lui pour aller vers l'unité italienne. Et peut-être pas par un paradoxe de l'histoire, mais il se trouve que c'est Napoléon III qui a contribué, lui, même s'il n'en profitera pas, parce que l'unité italienne se fera alors que Napoléon III a été vaincu par la Prusse à Sedan, mais Napoléon III, dont il ne faut pas oublier, parce que c'était un personnage complexe et ambigu, qu'il a été proche à un certain moment des Carbonari, si vous voulez, qui lui a compris le mouvement des nationalités en Europe et notamment en Italie. Napoléon III jouera plutôt un rôle positif vers l'unité italienne. Donc, pour répondre à votre question clairement, il me semble que Napoléon Ier freine l'unité italienne. Napoléon Ier va nourrir l'unité allemande, mais contre la France. Il a une intuition, là encore, il a souvent des intuitions assez positives, comme celle du Concordat, par exemple. Il a une intuition qui est l'idée, pourquoi ne pas essayer de faire naître ce que j'appelle dans mon livre la troisième Allemagne, la confédération du Rhin, c'est-à-dire entre l'Autriche et la Prusse, essayer d'unifier cette mosaïque d'États, d'évêchés, de principautés, dont certains États sont très importants, comme la Bavière ou la Westphalie, qui pourraient être, sous l'influence de la France, ouverts aux idées humaines, aux idées de la Révolution française ou aux idées modernes, si vous voulez, et qui feraient un contrepoids à la Prusse et à l'Autriche. Donc ça, c'est une intuition juste. Mais le malheur, c'est que, au lieu d'aider cette confédération du Rhin à s'unifier, au lieu de lui laisser une certaine autonomie politique pour qu'elle puisse s'affirmer comme une amie de la France, si vous voulez, il la met aussi sous la férule. Il l'exploite, il lui impose des contributions considérables. Il spolie en Westphalie une partie des terres de la couronne pour se les attribuer à lui-même ou pour les attribuer à des grands dignitaires français. Il impose des contributions en hommes, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas vivre cette troisième Allemagne. Et donc elle s'effondrera avec la campagne d'Allemagne en 1813, avant la campagne de France, et finalement il se fera une confédération germanique qui va unir à peu près les mêmes États, mais sous la férule de l'Autriche et de la Prusse. Et Napoléon, finalement, aura nourri en Allemagne, et particulièrement en Prusse, le nationalisme allemand. J'ai évoqué la personnalité de Fichte tout à l'heure, et ce nationalisme, il trouvera comme ciment la lutte contre la France, contre la domination napoléonienne d'abord, et puis comme la France constituée comme un ennemi. Et donc l'unité allemande, qui se réalisera plus tard, qui se réalisera sous le Second Empire, elle se fera effectivement contre la France.
Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si vous pouvez nous apporter des précisions sur la vision de Hugo sur Napoléon. Bon, on connaît les valeurs, le parcours de Hugo, père de France, etc. Les valeurs humanistes qu'il a défendues et même les côtés visionnaires qu'il avait. Vous avez rappelé tout à l'heure que Hugo avait dit sous Bonaparte pointait Napoléon, mais il a aussi dit que Napoléon III était Napoléon le Petit, ce qui sous-entendrait que dans sa tête, peut-être quelque part, il gardait un grand Napoléon. Donc c'est un peu contradictoire et je ne connais pas assez cette appréciation. Donc quel est votre sentiment sur le sujet? D'abord, Victor Hugo est le fils d'un général de Napoléon Bonaparte, de l'empereur. Donc il a été élevé quand même dans ce culte. Il fait partie de la génération romantique, dont l'influence littéraire va être extrêmement grande sur la France, y compris dans une certaine mesure sur nous, mais dont la lucidité politique n'est peut-être pas la première caractéristique, parce que cette génération romantique, elle va être monarchique, elle va être bonapartiste ou napoléonienne, disons. Pour une partie d'entre elles, elle va être républicaine, bien sûr, avec la figure de Lamartine d'abord, et puis avec la figure de Hugo aussi, bien sûr, contre le Second Empire. Lorsqu'il dit Napoléon le Petit par rapport à Napoléon le Grand, donc, du point de vue de la puissance des figures historiques, de toute façon, il ne se trompe pas, si vous voulez. Mais pour être, il me semble que dans l'ensemble, Hugo est quand même plutôt favorable à la figure de Napoléon Bonaparte. Il en fait une figure glorieuse. Même s'il souligne peut-être les mérites de l'un et les défauts de l'autre, parce qu'il est devenu un combattant. Mais il est devenu un combattant pas tout de suite. Au début, il est favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, Hugo. Et c'est simplement au président, en tout cas, au président de la Deuxième République. Et c'est quand se produit le coup d'État qu'il rompt et qu'il devient alors un opposant constant. Donc on peut dire qu'en gros, Hugo, et on le voit aussi dans de nombreuses pages des Misérables, par exemple, est quand même plutôt un admirateur de Napoléon Bonaparte. Cette épopée glorieuse marque quand même les esprits, et notamment ces jeunes hommes qui, à défaut d'utiliser l'épée, utilisent la plume, mais qui, déçus de la réalité des régimes politiques monarchiques dans lesquels ils vivent leur jeunesse, idéalisent ce passé glorieux. Je souhaitais savoir ce que vous pensiez des mots de la France suite à sa chute. Donc on sait qu'il y a eu beaucoup de coalitions à son encontre. Maintenant, vous lui incombez beaucoup de mots qu'il y a eu donc, sur le pays, mais je souhaitais savoir ce que vous pensiez des coalitions alliées qui se sont formées contre lui, si justement les mots de la France ne seraient pas plus dus à leur coalition, donc qui ont pris l'initiative de la guerre à plusieurs reprises plutôt qu'à celle de Napoléon. Oui, c'est tout à fait utile que vous posiez cette question ou vous formuliez cette interpellation, parce que ça me donne l'occasion de clarifier un fait, c'est que Napoléon n'est pas responsable et unique responsable des guerres, y compris des guerres du Consulat et de l'Empire. D'abord, rappelons que les guerres ont commencé sous la Révolution, qu'elles se sont poursuivies dans cette phase de la Révolution un peu stabilisée mais imparfaite, qui était le Directoire. Ce ne sont pas toutes des guerres défensives. Hein. Certes, la République nouvelle se défend contre les monarchies qui veulent restaurer Louis XVI tant qu'il n'est pas mort ou le venger quand il est mort, mais c'est quand même la France qui prend l'initiative, sous l'impulsion des Girondins d'ailleurs, de déclarer la guerre à l'Autriche. Donc c'est la France qui entre la première dans le combat. Donc les guerres ont existé avant Napoléon, sous la Révolution, et un certain nombre de ces guerres sont déclenchées par d'autres pays, à tel ou tel moment. L'Angleterre elle-même, lorsqu'elle signe la paix d'Amiens, considère que c'est une trêve en quelque sorte. Et elle n'accepte pas la puissance napoléonienne sur le continent. Elle n'accepte en particulier pas la présence de la France en Belgique et en Hollande,
c'est-à-dire sur cette partie de la mer du Nord, absolument au débouché du Rhin, absolument décisive pour elle et pour son commerce. Donc elle stimule aussi des coalitions, elle paye, à défaut de s'engager elle-même par ses soldats, elle finance l'Autriche, la Prusse dans les guerres. Donc les responsabilités des guerres, d'une certaine façon, sont partagées. Simplement, et c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure dans mon livre, mais aussi dans mon espèce de conférence introductive, c'est le fait que Napoléon est responsable au moins de la conduite des guerres qu'il a menées. Et le reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir défini clairement les buts de guerre de la France. De s'être laissé emporter par la domination, le désir de domination de l'Europe, d'avoir saisi chaque opportunité de guerre, de conquête, de déstabilisation d'un régime ou d'une monarchie, et de ne pas avoir mené de ce point de vue une stratégie réaliste. Et donc, autant la Grande-Bretagne, pendant cette période de 15 ans, la Grande-Bretagne qui a d'énormes problèmes, qui a des débats politiques intérieurs, au sein duquel il existe un parti libéral, il existe un parti proche des idées de la France. La Grande-Bretagne qui, pendant une partie de cette période, va avoir un roi fou, si vous voulez. Bien, les élites politiques britanniques se soudent et ont une conscience aiguë des intérêts réalistes de l'Angleterre, qui se situe bien sûr dans l'Empire des mers, mais qui peuvent aussi se situer à des endroits stratégiques sur le continent. Et c'est ce défaut de réalisme, si vous voulez, dans l'aventure napoléonienne, qui fait qu'au bout du compte, ce militaire génial sera battu et que cette première puissance continentale sera défaite, sera contrôlée, sera affaiblie, sera condamnée à des indemnités, sera aussi détestée par les peuples. Donc vous avez raison de me donner l'occasion de rappeler que la responsabilité est partagée. D'ailleurs, sinon on ne parlerait pas des coalitions, première coalition, deuxième coalition, ainsi de suite. Mais Napoléon est au moins responsable des guerres qu'il a conduites. Il est totalement responsable de l'expédition d'Espagne et de la guerre d'Espagne, d'une guerre qui va durer 6 ans, de 1808 jusqu'à 1814, et dans laquelle l'idée de la supériorité indiscutable des armées napoléoniennes va être battue en brèche par la résistance du peuple espagnol. Il est responsable de la folie de l'expédition en Russie, et ça, c'est pas les coalitions qui l'ont imposé. Je vous remercie. Bonsoir. Je voudrais savoir ce que vous pensez qui reste aujourd'hui du bonapartisme ou du napoléonisme, si vous préférez, et dans l'Europe que nous essayons de construire. Et est-ce que vous ne pensez pas que des mouvements d'extrême droite qui se développent dans pas mal de pays européens sont une résurgence de ce mouvement Bonaparte, entre autres? Merci. Oui, il y a une différence qui est frappante. Il y a sûrement un esprit de domination chez Napoléon Bonaparte. Il y a oui, cette volonté de domination, mais il n'y a pas de xénophobie. Ni dans le bonapartisme initial, ni d'ailleurs dans ses avatars ultérieurs. Alors que ce qui caractérise un certain nombre des mouvements populistes d'extrême droite en Europe aujourd'hui, c'est la xénophobie. C'est l'hostilité à l'étranger. La plupart de ces mouvements dissimulent, pas tous, et en tout cas pas tout leur cadre, des formes d'antisémitisme, mais on sait qu'elles existent parfois chez un certain nombre de ces mouvements. Et il n'y avait aucun antisémitisme chez Napoléon Bonaparte, lequel, même si c'est la Révolution qui émancipe les Juifs, comme elle émancipe d'une certaine façon les protestants, qui n'étaient pas tout à fait des Français comme les autres, sous l'Ancien Régime, c'est Napoléon Bonaparte qui organise leur culte. Et de la même manière qu'il fait le concordat, tourné vers l'Église catholique, l'Église
la plus puissante, enfin la religion la plus forte en France, bien sûr, à l'époque. De la même manière, il organise le culte des protestants, calvinistes ou luthériens, et le culte des juifs. Donc il n'y a pas non plus d'antisémitisme, alors que les traces existent chez un certain nombre de ces mouvements populistes. Xénophobie et nationalisme. On ne peut pas véritablement dire qu'il y a un nationalisme chez Napoléon. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un nationalisme dans un empire qui est fondé sur la conquête, si vous voulez. C'est-à-dire, d'une certaine façon, sur le dépassement de la nation, en quelque sorte. Donc il y a des différences profondes, mais pour autant, à travers l'hostilité aux élites, à travers la critique des institutions parlementaires, à travers la croyance en des chefs charismatiques, parce que dans la plupart de ces pays, ça se tourne quand même autour d'un leader puissant, d'un leader dont le style politique, dont la forme de gouvernance de son propre mouvement est quand même très autoritaire, si vous voulez. On trouve un certain nombre de traits qui peuvent rapprocher de ce qu'on a appelé le bonapartisme, si vous voulez. Donc, établissons les différences. C'est pourquoi à un moment, à la fin du livre et à propos des populismes, je parle d'un bonapartisme sans Bonaparte, en quelque sorte. Donc pour finir de répondre à votre question, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une tentation ou un risque bonapartiste en France aujourd'hui. Je suis frappé de la récurrence d'un certain nombre d'expressions autour de cela dans le vocabulaire journalistique, si vous voulez. Mais je crois que ça ne va pas plus loin. Par contre, les mouvements populistes sont une source d'inquiétude, qu'ils se situent à l'extrême droite, comme c'est le cas le plus souvent, ou qu'éventuellement on puisse en trouver certaines traces à l'extrême gauche. À la fin de votre exposé, vous avez décrit le fond idéologique bonapartiste. Donc à la tribune, tout à l'heure, on a pointé l'appel au chef, l'appel au sauveur, mais est-ce que dans les cultures républicaines, il n'y a pas besoin d'avoir des élus, des représentants républicains charismatiques? Ça, c'est la première question. Ensuite, vous avez indiqué, en quatrième point, l'antiparlementarisme, l'anticlivage gauche-droite. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des questions qui devraient faire consensus. Comment est-ce que vous articulez dans la culture républicaine la nécessaire expression des contradictions, et puis en même temps, on le voit par exemple sur les questions de retraite, les différents gouvernements gauche-droite, etc., étaient d'accord sur un certain nombre de points, mais critiquaient une fois qu'ils étaient dans l'opposition. Donc en clair, quelle part dans une culture démocratique d'un nécessaire consensus et puis de l'expression des contradictions à travers le clivage droite-gauche. Et dernier point, vous n'avez pas évoqué le lien possible entre technocratie et bonapartisme. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Oui, j'aime pas personnellement beaucoup les termes charismatiques, si vous voulez, qui ont une connotation plus religieuse d'ailleurs que politique, mais je vous rejoins au moins sur un point. D'une part, la République peut avoir aussi ses grandes figures. Ça peut être Gambetta pour les uns, ça peut être Jules Ferry, du moins sur le terrain de l'école, pas forcément sur le terrain de l'expansion coloniale pour d'autres. À gauche, Jaurès est sans doute une grande figure. De Gaulle l'a été à droite et je ne le classe pas parmi les bonapartistes au bout du compte, malgré ce qui a pu être écrit par René Raymond dont je parlais tout à l'heure. Il n'est pas interdit d'être dans une culture démocratique, de croire à la démocratie représentative et de souhaiter que celle-ci puisse dégager des personnalités, hommes ou femmes, qui soient des personnalités fortes. Le contraire du charismatique,
ça n'est pas forcément le banal, le faible ou le médiocre. On peut avoir des hommes ou des femmes qui aient de l'autorité, de la force, qui soient capables de rassembler, qui soient capables d'incarner, et qui en même temps aient le souci du dialogue et le souci de la collégialité lorsqu'il s'agit de diriger, ou aient le souci de l'écoute du peuple quand il s'agit aussi de l'entendre, et pas simplement de parler à sa place en prétendant l'incarner. Donc, vous avez raison de rappeler que dans la culture démocratique aussi, on peut avoir besoin de personnalités fortes ou qui s'affirment. La France n'a pas une tradition de consensus. En dehors des gouvernements d'union nationale, celui qui s'est constitué pendant la guerre de 14-18, en dehors du tripartisme, qui était presque un gouvernement, non pas d'union nationale, mais l'union des forces de la résistance, alors que ce qu'on appelait la droite à l'époque était pratiquement extrêmement affaibli, et que l'essentiel de la représentation politique se retrouvait dans un tripartisme socialiste, communiste, MRP, sous l'autorité d'ailleurs du général de Gaulle dans les toutes premières années. Mais en dehors de ces périodes un peu exceptionnelles, il n'y a pas véritablement de tradition de consensus en France. En Allemagne, par exemple, on a constaté à plusieurs reprises dans l'histoire de l'après-guerre, jusqu'à nos jours, que dans des moments de difficulté, dans des moments de trouble, ou même tout simplement quand la victoire d'un parti ou d'une coalition n'est pas suffisamment nette par rapport à la force de l'opposition, eh bien se constituent ce qu'on appelle des grandes coalitions. C'est encore le cas aujourd'hui. Non pas parce que l'Allemagne était dans un moment de trouble, de souffrance ou d'inquiétude, simplement parce que la victoire de la CDU-CSU n'était pas assez nette. Et donc l'Allemagne, qui a vécu ce terrible traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme, a peur de l'instabilité politique. Et elle préfère rassembler des forces qui se sont combattues plutôt que de risquer une certaine instabilité ou un gouvernement, sinon minoritaire, en tout cas dont la majorité serait trop faible. Dans d'autres pays d'Europe, c'est le cas d'un certain nombre de pays, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, d'autres encore, bien une habitude des coalitions. Il y a des pays où les conservateurs peuvent gouverner seuls, où les sociodémocrates peuvent gouverner seuls, et donc l'alternance se charge de réguler ces rythmes en quelque sorte. Mais il y a d'autres pays où il faut coaliser ensemble, par exemple des socialistes, des libéraux, des démocrates chrétiens pour former des majorités. Et donc ils l'utilisent, si vous voulez. Sans parler de la Suisse, alors, qui, elle, est dans un consensus permanent. En France, cela n'est pas dans la culture, dans la mémoire de notre pays, et la gauche et la droite sont, il faut bien le dire, dans des relations assez conflictuelles. Alors il peut y avoir des moments, sinon de consensus, en tout cas de cohabitation. Je suis expert en la matière, je l'ai vécu 5 ans. Et il est bien évident que même si le président de la République de l'époque et moi-même, et la majorité qui me soutenait, n'avions pas les mêmes options sur un certain nombre de questions, disons par exemple les 35 heures, lorsqu'il s'agissait d'aller dans les sommets européens, et faute de, sinon de ridiculiser la France en voyant le président de la République et le Premier ministre ensemble dans les conseils européens défendant des positions différentes, il fallait bien que nous définissions ensemble ce que serait la position de la France, et donc nous étions forcés de définir ensemble une position consensuelle. Comme il y a quand même des intérêts de la France, comme il y a une tradition de la politique européenne de la France, ça n'était pas tout à fait impossible, même si, dans une période de non-cohabitation, j'aurais peut-être été dans tel ou tel domaine plus loin ou plus fort. C'était pas tout le temps obligé. Comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, j'ai refusé la réintégration de l'OTAN, de la France dans l'OTAN, que souhaitait le président Chirac.
Nous sommes entendus, au contraire, sur ce qui a concerné l'intervention au Kosovo, où nous avons ensemble, dans des conseils de défense, avec les ministres compétents, défini la position de la France, défini aussi la part que nous prendrions à cette guerre, notamment à ces bombardements, parce que nous n'acceptions pas toutes les positions de nos alliés américains pourtant dominants. Mais par exemple, il y a eu un moment où le président de la République a voulu faire intervenir la gendarmerie française en Côte d'Ivoire, c'était avant Gbagbo, pour restaurer le président de la République qui venait d'être renversé dans son palais officiel. J'ai refusé. Bon, on n'en a pas parlé, mais j'ai refusé. Donc, il n'a pas pu le faire. Il est chef des armées, mais le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Et le président de la République n'a pas les moyens de mobiliser l'administration, qu'elle soit civile ou militaire, sans l'accord du gouvernement qui détient cette administration. Donc il est arrivé que nous ayons des conflits, nous les avons résolus par l'abstention, dans l'option, dans le cas de l'OTAN, ou bien par la non-intervention, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Mais quand nous étions, non pas sur des choses qu'on ne faisait pas, mais sur des choses qu'il fallait faire, comme la politique européenne ou l'intervention par exemple au Kosovo, eh bien nous avons trouvé des consensus. Il y a eu d'autres périodes de consensus. Quand Mme Veil, par exemple, a proposé à une majorité en partie rétive, à l'époque de la présidence Giscard d'Estaing, la politique de contraception et l'interruption volontaire de grossesse, le vote a été obtenu à l'Assemblée nationale grâce au ralliement de l'essentiel de la force parlementaire de la gauche de l'époque. Je vous rejoins pour penser qu'intellectuellement, il y a une série de questions sur lesquelles des consensus seraient souhaitables. Nous sommes rarement, et nous ne sommes pas, semble-t-il, aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années déjà, dans une situation en France où ces consensus sont aisés à réaliser. Hubert Védrine, qui fut mon ministre des Affaires étrangères, a écrit un livre récemment, avec un certain succès d'ailleurs, qui prône comme ça des consensus et des rassemblements. Mais trouver ces majorités d'idées, comme on dit en France, ça me paraît difficile. Enfin, cette dernière question que vous avez posée sur les rapports qui peuvent exister entre la technocratie et le bonapartisme, c'est une idée intéressante. Il est clair que Napoléon, aussi despotique qu'il ait été, a su s'entourer, à condition bien sûr qu'il soit docile ensuite, mais a su s'entourer de savants, d'intellectuels, de grands juristes, par exemple quand a été élaboré le Code civil. Donc il s'est appuyé sur une élite scientifique, technicienne, administrative et juridique, qu'on pourrait appeler, en faisant un néologisme, ou plutôt un anachronisme, une technocratie en quelque sorte. Et d'ailleurs, il peut y avoir dans la nature même du bonapartisme, effectivement, le besoin d'un recours à la technocratie à partir du moment où le bonapartisme est contre les contre-pouvoirs, réduit le pouvoir des assemblées, et à partir du moment où on est contre les contre-pouvoirs, où on jugule les intérêts qui peuvent s'exprimer, où l'on contrôle le pluralisme de la société, on peut avoir besoin, alors à ce moment-là, pour vertébrer en quelque sorte, asseoir son pouvoir, d'un certain nombre de grands serviteurs de l'État qu'on peut considérer, même si le mot n'existait pas véritablement à l'époque, effectivement comme des technocrates. Donc je pense que la piste de réflexion que vous évoquez là est intéressante, pertinente. Vous dites que Napoléon n'était pas antisémite, certes, mais par exemple, il a eu des positions très controversées par rapport à l'esclavagisme. Il a également réprimé très durement la révolte de Toussaint Louverture dans les Caraïbes. Et il a même été très lâche. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous lisez mon livre, ce que vous n'avez peut-être pas encore fait, vous constaterez que j'ai fait simplement une brève allusion tout à l'heure,
quand j'ai dit qu'il remettait en cause 3 grands principes d'égalité de la Révolution: l'égalité entre les hommes par la restauration de l'esclavage, l'égalité entre les citoyens par la rupture de l'égalité devant l'impôt du sang, et l'égalité homme-femme. Alors je traite très clairement de la décision funeste que fut le rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue et dans les colonies. Mon livre est extrêmement clair à cet égard. C'est d'une autre nature que l'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui est une autre forme de racisme. Donc je parlais en disant qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans la pensée et dans l'action de Bonaparte. Ça n'englobait pas pour moi, dans mon esprit, l'attitude pro-esclavagiste de Napoléon Bonaparte. Quant à Toussaint Louverture, il est purement et simplement trahi, parce qu'il se rend d'une certaine façon. D'ailleurs, une autre politique aurait été possible, qui aurait consisté à s'appuyer sur cette République noire qui venait de se créer dans la lutte contre l'Espagne et contre l'Angleterre, et en tout cas contre l'Angleterre. Non seulement ce n'est pas ce que Napoléon Bonaparte fait, mais il veut restaurer l'esclavage dans les colonies, et notamment à Saint-Domingue. Il envoie une expédition à Saint-Domingue avec son beau-frère, qui, avec la plupart des soldats français, mourront, moins d'ailleurs des combats, encore que certains mourront que des fièvres. Il lui enverra même la Légion polonaise, bien loin de ses espérances de reconquête de son pays. Donc son attitude à l'égard de l'esclavage est nette, condamnable, et je l'exprime dans mon livre. Et ça sera d'ailleurs aussi une des raisons, avec l'attitude de la Grande-Bretagne, du fait que cette première République noire sera tragiquement isolée pendant un siècle, ce qui contribuera bien sûr au malheur d'Haïti, auquel un certain nombre de ces généraux, par ailleurs, ont contribué, il faut le dire.